Bienvenue à toutes et à tous dans ce quatrième numéro de Plus de Rétro. Pour cette nouvelle édition du podcast, je vous propose de prendre la direction du littoral, là où soufflent les vents marins et l'odeur des embruns, où se mêle le bruit des vagues venant s'échouer sur la plage. Après avoir exploré l'univers des feuilletons quotidiens de la télévision, nous allons cette fois nous intéresser à un genre qui a marqué plusieurs générations de téléspectateurs, les célèbres sagas de l'été. Histoire de familles déchirées, secrets enfouis depuis des décennies, amour impossible, disparition mystérieuse et phénomènes parfois inexpliqués, ces grandes fresques estivales ont longtemps rythmé les vacances des Français. Ensemble, nous reviendrons sur ces séries devenues cultes, sur leurs recettes qui ont fait du succès et sur son héritage. Merci d'être au rendez-vous de plusieurs rétro. Installez-vous confortablement, ouvrez grand la porte des souvenirs et embarquons tous ensemble. Top générique. Bienvenue à tous dans ce quatrième numéro. Comme je vous le disais en préambule, on va être ensemble pendant un peu plus d'une heure. Au sommaire, il y aura les quatre infos à retenir de cette édition avec du lourd, mais aussi avec la chronique de Zama qui nous invitera à toucher de l'herbe. J'ai hâte de savoir de quoi il s'agit. Et puis, enfin, le grand événement du mois nous emmènera sur les Anders d'Embrun pour les sagas de l'été avec le grand débat et un combat entre nous. Vous verrez ça tout à l'heure. Mais avec moi pour cette édition, il y a mon fidèle acolyte, celui avec qui je me promène partout. On nous appelle Tic et Tac. Je suis Tic et Tac, c'est Valentin Delepaul. Salut Manu, salut à tous. Ravi d'être avec vous pour ce nouveau numéro de Plus de Rétro. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, hâte de débattre sur les fameuses sagas de l'été. Et sur ces sagas de l'été, je vous le disais, il y a des histoires de famille et il a rejoint cette famille de Plus de Rétro à ses débuts. Il est toujours avec moi, il partage, parfois ses idées. Il est aussi, un roc, un cap, que dis-je? Un cap, une péninsule. Avec moi, il y a aussi Zema. Wesh, wesh les amis, c'est Rayman. Non, salut à tous, c'est Zema, j'espère que ça va très bien. Et puis, il y avait quelqu'un qui devait aussi nous rejoindre, qui était avec nous, qui est, je pense, une bible de la télévision, mais Guillaume devait être avec nous. Pour l'instant, il n'est pas là. J'espère qu'il nous rejoindra dans le courant de l'émission, mais pour l'instant, il est sous les odeurs des cocotiers en train de siroter un bon petit punch. Voilà, on va partir sur les 4 infos à retenir et la première info, c'est Nagui qui quitte la bande originale. Après plus d'une décennie passée à la tête de la bande originale de France Inter, Nagui a décidé de rendre son micro. Une annonce qui a immédiatement alimenté les spéculations sur son successeur et sur l'avenir de l'émission. Parmi les noms qui circulent, avec insistance figure celui de Leila Kadour, son acolyte déjà bien installé dans l'univers de la radio publique et de l'émission La Bande Originale. D'autres rumeurs évoquent également Camille Combal, dont l'arrivée sur France Inter cet été ne passe pas inaperçue. Toutefois, aucune confirmation officielle n'a été apportée à ce sujet par Laurent Goumard ou par la direction de la station. Une chose est certaine, Nagui reste aux commandes de l'émission jusqu'à la fin du mois de juin 2026. Son départ marque la fin d'une époque pour les auditeurs de France Inter. Pendant que certaines figures historiques quittent la scène, d'autres aventures audiovisuelles poursuivent leur développement. C'est notamment le cas de T18, l'une des grandes nouveautés de ces dernières années. Lancée en 2025 sous l'impulsion de Christopher Baldelli, la chaîne du canal 18 de la TNT s'est rapidement imposée comme un nouvel acteur du paysage audiovisuel français. Son lancement avait notamment été marqué par la présence de Laurent Ruquier, à son lancement, recruté pour participer à cette nouvelle aventure. Un an plus tard, T18 souffle sa première bougie avec une performance dont ses dirigeants peuvent se féliciter. La chaîne a atteint 1,1% de part d'audience au mois de mai 2026, dépassant plusieurs concurrents bien installés comme France Info, C-Star, RMC Life ou encore le petit nouveau, Novo 19. Dans un entretien accordé au Buzz TV, Christopher Baldelli a salué cette progression. Le pari est réussi et il est gagné. Les saisons se succèdent et chaque fois, les choses sont remises en partie de jeu. Notre but n'est pas de nous arrêter à 1,1% de part d'audience. Cette première année n'a toutefois pas été totalement paisible puisque Laurent Ruquier a annoncé ces derniers jours son départ de la chaîne seulement un an après son arrivée. Avant même que la Coupe du monde ne vienne redistribuer les cartes de l'audience, les chaînes info ont connu une saison particulièrement mouvementée. Entre une actualité dense et plusieurs réorganisations internes, les équilibres ont parfois été bousculés.
Au terme de la saison 2025-2026, CNews conserve sa position de leader avec 3,3% de part d'audience auprès des 80+. La chaîne progresse légèrement sur un an et confirme sa domination face à BFM TV qui a solidement salé la deuxième place avec 2,9% de part de marché. Mais la véritable performance vient de LCI qui atteint 2,4% de part d'audience, affiche une progression spectaculaire de près de 39% par rapport à la saison précédente. De son côté, France Info ferme la marche avec 1% de part d'audience. La chaîne publique peut néanmoins se satisfaire d'une hausse de 24%, preuve que l'ensemble du secteur bénéficie d'un fort intérêt du public pour l'actualité de ces dernières semaines. Et enfin, les pistes de France Télévisions pour réaliser des économies. Cette évolution du paysage audiovisuel intervient alors que le service public s'interroge lui aussi sur son avenir. Ces derniers mois, France Télévisions a été au cœur des débats suite aux travaux de la commission d'enquête parlementaire. À l'issue de plusieurs mois d'audition, le député Charles Hanouck a formulé plusieurs recommandations visant à repenser l'organisation de l'audiovisuel public. Le groupe présidé par Delphine Arnault étudie différentes pistes, quant à lui, afin de réaliser jusqu'à 1 milliard d'euros d'économies à long terme. Parmi les scénarios évoqués figurent la suppression de France 4 et de la plateforme Slash, réduction des commandes de programmes, un rapprochement entre France Télévisions et Radio France sur la deuxième solution, ou encore sur la troisième, une fusion entre France 3 et France Info. Selon les estimations avancées, ces mesures pourraient permettre d'économiser entre 180 et 300 millions d'euros. Ces perspectives suscitent cependant une vive inquiétude parmi les organisations syndicales. Plusieurs représentants du personnel dénoncent des projets susceptibles d'affaiblir durablement les missions du service public. L'un d'eux résume ainsi les craintes exprimées. Peu importe l'option choisie, les conséquences seront catastrophiques. Dans un contexte politique plus instable que jamais, les grandes orientations stratégiques de France Télévisions pourraient être précisées après la prochaine élection présidentielle. Et pendant que j'étais en train de faire toutes ces infos, un nouvel arrivant est venu bousculer ces quatre infos, puisque j'ai l'impression qu'il y a un certain Guillaume qui est arrivé. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Enfin là, je remercie Orange de pouvoir enfin me permettre d'être là. Malheureusement, aujourd'hui, j'accumule les problèmes de réseau et donc c'est un peu compliqué depuis ce matin. Donc j'espère que, du moins pour l'instant, ça refonctionne et, euh, et j'espère que voilà, ça va bien fonctionner pendant le reste de l'émission. Mais je préviens que ça peut peut-être couper. Mais bon, enfin là, et très heureux voilà, de faire aussi enfin mon retour. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas. En plus, de rétro, ceux qui le savent, j'étais un peu en vadrouille ces dernières semaines. Mmh. Non, parce que nous, on était en train de penser que tu sirotais un punch sous les cocotiers. On s'est dit, il veut plus de nous, ça y est. Le plus, Ah, ça y est, Guillaume nous a abandonnés. Il est parti au Robert à Fort-de-France, Mmh. aux Anses. j'aimerais bien, j'aimerais bien. Malheureusement, c'est pluie, froid, mais j'ai quand même pris un petit thé pour me réchauffer et avoir une bonne voix pour aujourd'hui. Je te Euh, permets de te couper 30 secondes pour rajouter une news qui est tombée sur notre actualité TV. C'est Paramount qui est prêt à céder ses chaînes de jeunesse afin d'obtenir le feu vert de l'Union européenne concernant le rachat de Warner Bros. Discovery. C'est un article à retrouver sur bloomberg.com. Merci beaucoup, Zema. Sur les 5 infos là qu'on vient de dévoiler, est-ce que vous voulez réagir à quelque chose? Est-ce que, vous avez des, analyses ou même des avis à dire? Honneur à celui qui était là le premier, c'est-à-dire Max. Je pense que la news, moi, que je trouve la plus importante, ce sera bien sûr Nagui, parce que quitter la bande originale, alors pourtant que l'émission cartonne, qui est toujours aussi agréable à écouter, ça me surprend. Et puis on a vu bizarrement au même timing l'annonce surprise qui a beaucoup surpris Énergie, que Camille Combal part et que on entend Camille Combal sur France Inter. Il me semble que c'est bien même confirmé. C'est confirmé puisqu'il arrive dès cet été, pour une émission hebdomadaire, Mm. mais on ne sait pas si, son arrivée sur France Inter n'est que temporaire ou si elle va se rallonger à la Mm. rentrée. Bon, les pistes de France Télévisions, bah, je sais pas à quoi joue la direction de France Télé. J'attends de voir ça. T18, bah, T18 me surprend parce qu'elle a déjà une belle programmation cinéma. Je vous conseille très sincèrement.
Et bilan des chaînes de télévision, je vois qu'il y a 2 chaînes de télévision qui s'en sortent très bien, à savoir LCI et BFM TV. On a France Info qui galère et c'est ça qui est dommage. Val, est-ce que toi, tu as une analyse, un avis, une opinion sur, Oui, les 4 infos? oui, ah bah, pareil, Nagui qui quitte France Inter, bon, c'est vrai qu'il est un peu, entre guillemets «secoué» par, tout ce qui s'est passé cette année autour de lui. En plus, France Télé qui a pas renouvelé Interville cette année, ça reviendra l'année prochaine. Mmh. Donc ça fait un peu beaucoup. Je pense qu'il a pas passé une bonne année avec, parce qu'il a été dans beaucoup de polémiques, des fois malgré lui. Ouais. Moi personnellement, j'aime bien Nagui à titre perso, j'aime bien «N'oubliez pas les paroles». Après bon, Camille Combal, il s'entend très bien avec Nagui. Je me souviens pendant le confinement à l'époque, il avait fait un visio avec Nagui et on sent que les 2 ils s'entendent bien. Donc peut-être que Nagui a suggéré son nom à la rédaction, enfin Mmh. aux dirigeants, mais le public de France Inter, je le vois très mal écouter Camille Combal. Voilà, Combal sur RTL, Europe 1, quitte à faire une généraliste, why not? Déjà, passer d'une musicale à une généraliste, il y avait Nikos qui était passé de la matinale d'énergie à la matinale d'Europe 1 quelques années plus tard. Et là, c'est logiquement, Combal, il est encore à l'antenne en ce moment sur Énergie. Ça veut dire qu'il va terminer au mois de juin sur Énergie et même pas un mois après enchaîner sur une autre radio d'un autre groupe. C'est très rare d'enchaîner après un mois sur une autre radio. Souvent, il y a le temps des vacances, tout ça. Donc, Mmh. c'est vrai que ça, c'est bizarre. Le timing est assez bizarre, je te l'accorde, mais la stratégie de France Inter est peut-être de se dire: «On va essayer d'acclimater, Camille Combal aux auditeurs de France Inter et réciproquement et essayer, de potentiellement, le faire une greffe à l'émission de la bande originale». C'est peut-être une des stratégies et peut-être qu'il ne va jamais aller, sur la bande originale. Après, je sais pas si un profil TF1 va plaire aux auditeurs de France Inter. Je pense pas que ça soit son public. Je vois mal le public d'Énergie, même s'il marchait pas trop sur Énergie, je vois mal son public d'Énergie, aller le rechercher. Voilà, moi, Mmh. Combal, pour le coup, c'est plus un enfant de Fun Radio et d'M6. Je l'aurais plus vu, pour le coup, je l'aurais plus vu sur Fun. Après, il faut trouver un créneau parce qu'il y a Hanouna l'après-midi et Bruno Guillon le matin. Mais pour moi, si Combal devait faire un retour en radio, ce serait plutôt sur Fun Mmh. ou pourquoi pas, même si Coé marche très bien le matin, sur Europe 2 puisqu'il marchait très bien en matinale sur Virgin. Donc Oui. pourquoi pas Combal l'après-midi ou le soir, puisqu'il était aussi le soir sur Virgin, au début des années 2010. Si Combal remplace Nagui sur ce créneau-là, je pense qu'il va avoir du mal. Même si de base Combal ne voulait pas vraiment être animateur, lui de base il voulait être plus comédien, humoriste et écrire ses textes. C'est peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre à lui, pour cette nouvelle, page de sa vie. Guillaume? Par rapport à Nagui, moi, je peux comprendre, que et c'est ce qui était plus ou moins aussi entendu ou sous-entendu, la bande originale, ça fait quand même 14 ans, hein, qu'il la présente et je Mmh. peux comprendre que au bout de 14 ans, on a envie de faire autre chose dans sa carrière. Effectivement, on peut, se poser certaines questions par rapport, au timing, entre, ce qui a pu, se passer, notamment avec, la commission de Charles-Henri Aloncle. Mais moi, je peux comprendre tout à fait qu'il y ait des gens, qui, n'ont pas envie, de faire forcément la même mission qui n'ont pas envie de faire une bouvard, c'est-à-dire, rester, ad vitam aeternam, presque jusqu'à la mort à la Je présentation d'une rappelle émission. juste, pour rebondir sur ce que tu dis, qu'il anime «N'oubliez pas les paroles» depuis quasiment 20 ans, hein. Et Taratata, ça fait 30 ans, hein. Tata, oui, ça fait 30 ans. Mais peut-être qu'à contrario, pendant que, Guillaume est en train de s'éclaircir la voix, la bande originale n'est peut-être pas une création de Nagui, alors que «N'oubliez pas les paroles» et «Taratata» si. Oui. Enfin, «N'oubliez pas les paroles», c'est un format, étranger qu'il a adapté et qui aujourd'hui est plus, Naguyisé et France 2isé qu'autre chose. Mais est-ce que la bande originale, c'est une de ses créations? Je ne suis pas sûr. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a envie d'autre chose et peut-être que, les explications viendront plus tard sur son départ. Hem, mais, je peux le comprendre de dire oui, ah beh, après 14 ans et une quotidienne radio et une quotidienne télé, il a 64 C'est fatigant 65 aussi, ans. hein, il y a aussi ça Voilà, qui peut rentrer, il a 64-65 ans, il a peut-être envie de passer à autre chose.
Et, Et on et oublie aussi, tout le monde veut prendre sa place. C'était pendant 15 ans. Il a quand même animé pendant 15 ans le jeu du midi. Plus, il faisait 2 quotidiennes sur France 2 quand même, il y a encore 5-6 ans, Nagui. Et que tout le monde veut prendre C'est- sa place. Plus, n'oubliez pas les paroles, plus son émission de radio. Ouais. et petite chose rapide pour terminer sur la radio et pour passer à l'autre chose très rapidement également. Il y a quelque chose qui a tendance un peu, on va dire, à m'énerver, c'est effectivement qu'on peut avoir des animateurs ou des personnes qui sont, comment dire, très associées à l'image d'une station particulière ou d'un groupe, et qu'on peut Mhm. se dire, ah bah tiens, c'est pas quelqu'un qui va correspondre à l'image ou à la grille de telle ou telle station. Et moi, c'est quelque chose qui a tendance un peu à m'énerver parce que on n'est pas, même si on peut être catégorisé par rapport à un type de station, par rapport à un groupe, il y a des gens qui s'adaptent très rapidement. Et je pense qu'on manque pas d'exemples, que ça soit à la radio ou à la télévision, de personnes qu'on n'attendait absolument pas sur une chaîne ou sur un type de programme et qui ont réussi finalement le challenge de s'adapter à la station ou au type de programme. Voilà, c'est la petite parenthèse. Et par rapport au service public, ce qui est assez intéressant pour faire un dézoom plus sur une situation aussi européenne, c'est intéressant de voir, et c'est quand même une situation qui avait été plus ou moins annoncée également par l'Alliance des médias publics, qui est une institution européenne qui rassemble les différents médias publics en Europe, et je parle en Europe dans le sens continental et pas Union européenne, et Mhm. qui disait déjà il y a 3 ans que de par la situation économique, de par les changements de gouvernement qu'il y a, parce qu'il faut dire que dans certains pays d'Europe, des gouvernements pas forcément très fans du service public sont arrivés au pouvoir, hein, des personnes de la même obédience politique que Charles-Henri à l'oncle, qui ne veulent pas, qui vont pas jusqu'à la privatisation, mais plus sur une prise de contrôle, si vous voyez ce que je veux dire, mais qui expliquait Mhm. justement qu'on allait se diriger de plus en plus vers de fortes pressions budgétaires. Et depuis au moins un an, les annonces ne cessent de tomber, que ça soit en Grande-Bretagne, où je rappelle également il n'y a plus de redevance, et où la BBC va devoir aussi tailler dans le gras, en Autriche, en Allemagne également, qui est le service public le plus puissant en Europe, où aussi Mhm. il va y avoir une réduction de la voilure. Et ce qui Oui. est assez intéressant, c'est de voir où sont faites les économies, et notamment, et on en revient toujours à la création, c'est malheureusement justement la création qui est touchée, puisque souvent les budgets sont réduits Oui, mais attention, dans les parce que fictions. les créations, là, c'est les créations qui sont visées, mais il y a aussi la chaîne France Info qui est visée, la chaîne France 4 qui est visée, la chaîne Slash aussi. Donc, il y a trois options Ou- qui sont mises Oui, en lumière. Il y en a qui sont viables et qui peuvent ne pas trop impacter, je dirais, l'organisation de France Télévisions. Il y en a qui vont tailler du gras oui. pour tailler du gras. Donc, attention à ne pas non plus dire que c'est la création qui va trancher, encore Ah une oui, non, fois. non, ce n'est pas, comment Et dire, ce que je juste pour voulais dire. terminer, en une phrase, est-ce que tu penses que ces options sont là pour justement dire, bah, on prend en compte quand même vos considérations, les considérations de la commission d'enquête? Moi, je pense très clairement que déjà, c'est juste pour mettre aussi, on va dire, un pied dans la porte, et dire, effectivement, comme tu le dis, prendre en considération de ce qui a été mis en place par, dire, je vais mettre des guillemets, comment dire, commission d'enquête, mais je pense, et je vais le dire très simplement, je pense qu'on va se retrouver avec à la fin un vu et sans tape, dans le sens que d'autres options vont être trouvées, mais c'est-à-dire, voilà, on prend en considération les merdes Mmh. que vous avez dites, et puis bon, voilà, hein, ce que vous remarquerez d'ailleurs que depuis la fin de la commission, on voit beaucoup moins monsieur Allongue, peut-être est-il très occupé avec son assistante parlementaire. Voilà.
Sur ce, après ce petit coup de gueule, de Guillaume sur l'assistante parlementaire de Charles Lalonque, Zéna, tu vas nous inviter, toi, dans ta chronique, à aller toucher de l'herbe. J'ai eu le titre, je me suis dit: «Ouh là, ça promet du lourd». Ça promet aussi un peu de nous emmener dans ton univers. Mais qu'est-ce que donc, cela? Bah, je te laisse la main pour nous expliquer. Bah, écoute, c'est pas très compliqué. Je vois que tu vachement pâle. Donc moi, je te propose quelque chose, c'est qu'on aille un peu dehors. Eh oui, chers camarades, qui dit saga de l'été dit lieu. Et je trouvais bien qu'à l'approche des grandes vacances, on allait faire une petite excursion dehors. Allez, on va aller toucher de l'herbe. En seigneur tout honneur, on part en direction de la Côte d'Azur et précisément dans le secteur de Hyères. Là-bas, on retrouve la presqu'île de Giens. Si vous voulez un moment de tranquillité près de la mer ou alors le petit port charmant du Niel qu'on retrouve dans la série Des yeux d'Hélène. Promis, elle viendra pas vous embêter car occupée à combattre Godzilla. C'est une référence à un sketch radio des nuls qui était sur Europe 1. Et surtout, si vous voulez du château de la luxure, il y a Ramatuelle dans le Var, avec son château du Volterra qu'on retrouve dans les Cœurs brûlés. Et en plus, si vous êtes vraiment à côté de Saint-Trope. D'ailleurs, parlons de Saint-Trope, si vous avez vraiment le cœur brûlé ou que vous êtes ambiance chasseur et signe astrologique, vous pouvez suivre les traces du zodiaque. Les deux séries ont été tournées dans le Var, en Provence. Et si vous aimez l'huile d'olive, il y a le Luberon, endroit où a été tourné le Château des Oliviers, et plus précisément à Carcasse, en Sioux et Châteauneuf-du-Pape. Et si vous êtes ambiance plage, promenade des Anglais, téléspectateur de CNews, amoureux de l'ancien temps ou électeur UDR, il y a la ville de Nice, endroit où la cour des miracles existe. En effet, c'est ici qu'avait été tournée la saga été 36, qui a été finie d'être diffusée en ce moment. Le tournage avait été fait en 2025, à une époque où il était encore bon de vivre à Nice. Remontons dans le nord-est pour la direction de la Bretagne et surtout dans le Finistère pour la saga de Dolmen. Oui, département que je connais très bien, ayant des origines, ayant vécu quasi 10 ans là-bas, je peux vous dire que l'île de Tiquerne, bah, elle n'existe pas. C'est plutôt au Conquet qu'il faut aller, ou plus précisément à la presqu'île du Kermozan, ou alors à Ploucouvelin, le port de Sauzon, à Belle-Île-en-Mer, ou alors à la Nice. Et si vous avez du temps, là je suis désolé, je vais faire mon grand chauvin, je dirais visiter Bénodet, Concarneau, Fouesnant, l'île Tuzy, Pont-l'Abbé, ou Douarnenez, le Cronan, ou la presqu'île de Crozon. Et pour terminer, on va aller à l'autre bout de la France, en Haute-Savoie, avec la saga de L'été rouge diffusée en 2002 sur France 2. La Haute-Savoie avec son Aix-les-Bains, le lac du Bourget et surtout le lac d'Annecy. Ou si vous aimez vraiment le soleil, on peut aller visiter le secret du volcan qui a été tourné en 2006 à La Réunion. Plus précisément, le piton de la Fournaise. Endroit magique, mais attention, le piton l'a pété. Et attention à ce que vous faites là-bas, car les gens autour de vous le sauront. Le voisin à côté de vous le saura, la grand-mère le saura, et potentiellement l'île entière via Radio Freedom. Allez, bonne balade les gens. Merci Zéna pour cette chronique. Et je voudrais vous faire un aveu. J'ai pris délibérément la décision de ne pas proposer les chroniques de Zéna en replay pour cette saison. Vous pouvez regarder sur les plateformes d'écoute et pour cause, pour patienter avant le début de la saison 2, puisque je vous annonce qu'il y aura une saison 2 de plusieurs rétros. Je vous mettrai l'intégralité de ces chroniques pendant la période estivale afin de ne pas vous laisser sans rien avant le retour de plusieurs rétros en septembre 2026. Et je vous emmène, après cette chronique de Zema, dans le grand événement du mois. Ah, les feuilletons de l'été. Rien que leur évocation sent bon les vacances, la plage, les longues soirées tièdes et les barbecues qui s'éternisent après un apéritif pris sous un soleil encore au zénith. Dans les années 2000, il y avait un gamin, en l'occurrence votre serviteur, qui ne voulait manquer sous aucun prétexte ses rendez-vous estivaux, Fort Boyard, Interville et la carte au trésor. Ce sont mes trois Madeleines de Proust télévisuelles. Vous me direz, quel rapport avec les feuilletons de l'été? Eh ben j'y viens. Les sagas estivales, c'était souvent la même recette, déclinée à l'infini, ou presque. Prenez un carnet de notes et notez avec moi les ingrédients indispensables. Tout d'abord, deux clans rivaux incapables de se supporter et engagés dans une guerre larvée. Ajoutez une ou plusieurs histoires d'amour contrariées
quelques secrets de famille soigneusement enfouis et une disparition mystérieuse. Pour relever le tout, saupoudrer une pincée de mythologie locale, quelques phénomènes étranges et une atmosphère fantastique. Mélangez, laissez mijoter pendant quelques épisodes et vous obtenez la recette parfaite du feuilleton de l'été tel qu'il a triomphé à la télévision française dans les années 90 et 2000. Dans les années 90, les téléspectateurs ont ainsi découvert Les Cœurs brûlés avec Mireille d'Arc sur TF1 ou encore Le Château des Oliviers avec Brigitte Fossé sur France 2. Quelques années plus tard sont arrivés Méditerranée, puis Tramontane, porté notamment par Philippe Carrois. Le genre a atteint son apogée avec deux monuments restés gravés dans la mémoire collective, Zodiac et Dolmen. Ces productions ont parfois réuni jusqu'à 13 millions de téléspectateurs sur TF1, un chiffre qui ferait rêver bien des diffuseurs aujourd'hui, même pendant la Coupe du Monde. Véritable mine d'or pour les chaînes, ces bijoux télévisuels sentaient l'air marin, les pains chauffés par le soleil et les vacances en bord de mer. Pourtant, ils ont fini par disparaître des écrans. Mais alors pourquoi? La saga de l'été s'est progressivement essoufflée, sous l'effet d'audience en baisse et de scénarios qui ne donnaient plus forcément aux téléspectateurs une raison de délaisser une partie de pétanque, une promenade en soirée ou un dîner entre amis pour suivre ces grandes fresques télévisuelles. Selon plusieurs observateurs du paysage, l'omniprésence du fantastique aurait également contribué à l'usure du genre. Beaucoup situeraient la fin symbolique de cette époque en 2007 avec Mystère sur TF1. La série racontait l'histoire d'une étudiante en mathématiques confrontée à l'apparition de mystérieux cercles de culture près de la demeure familiale et découvrant peu à peu leur lien avec la disparition de sa mère. Sur France 2, le genre avait déjà commencé à s'effacer avec Trois femmes, un soir d'été en 2005. Aujourd'hui, près de 20 ans après leur disparition progressive des grilles estivales, que reste-t-il des sagas de l'été? En réalité, elles reviennent peu à peu, mais sous une autre forme et à d'autres périodes de l'année. Prenons l'exemple de Brocéliande, diffusé sur TF1 à l'automne 2024 avec Nolwenn Leroy et Catherine Marchal. Une femme qui revient 20 ans plus tard sur les lieux de son enfance, des phénomènes mystérieux, une disparition familiale jamais élucidée. Tous les ingrédients de la saga estivale sont là. La différence réside dans la stratégie de diffusion. Ces fictions ne sont plus programmées pendant les vacances d'été, mais au cœur de la saison télévisuelle ou même à la rentrée, lorsque les enjeux publicitaires et les audiences sont plus importantes. Il subsiste une forte dimension nostalgique. Les chaînes l'ont bien compris et n'hésitent plus à puiser dans leur patrimoine. Le retour annoncé de Zodiac avec Francis Huster dans ce rôle du commandant Antoine Keller en est une parfaite illusion. Les diffuseurs savent que ces titres continuent de faire vibrer toute une génération de téléspectateurs. La saga de l'été s'est réinventée sous la forme de feuilletons quotidiens. Plus belle la vie encore plus belle, avec les rivalités entre les familles Marcy et Frémont, Ici tout commence, où la dynastie Armand se heurte régulièrement à Emmanuel Tessier et à son entourage, ou encore Demain nous appartient, avec ses clans familiaux et ses intrigues à rebondissements, reprennent nombre des codes qui ont fait le succès des grandes sagas estivales. Les secrets, les conflits de famille, les histoires d'amour impossibles et les mystères sont toujours là. Ils se sont simplement installés dans notre quotidien morose. La Madeleine de Proust, dont je vous parlais tout à l'heure, a changé de forme. Les grandes sagas familiales ne dominent plus les étés comme autrefois, mais leur héritage continue de vivre à travers les séries contemporaines. Pourtant, pour nombre de téléspectateurs, il manque encore quelque chose. Cette odeur d'embrun, ce parfum de vacances et cette sensation unique que procurait le rendez-vous hebdomadaire d'un feuilleton regarder les fenêtres ouvertes au cœur de l'été. Bref, vive les vacances et vive les sagas d'été. Cette chronique est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et tout de suite, on va passer au grand débat. Zema, Max, Guillaume, on va rester focus sur les 3 questions.
Les feuilletons d'été manquent-ils à la télé? La télévision a-t-elle plus peur maintenant qu'avant avec ces feuilletons? Et les mini-séries comme L'été 36 ou Enchaîné ont-elles aujourd'hui tué les sagas de l'été à la télévision? Qui veut commencer? Et surtout qui, veut apporter son analyse, aussi sur les sagas de l'été? Alors juste, moi, je tiens à préciser, Manu, Mmh mh. que ta chronique, c'est exactement ce que je pense. Et j'ajoute, c'est marrant que tu parlais des feuilletons quotidiens, Mmh. parce que dans la plupart des séries, alors l'été 36, c'est différent parce que c'est une coproduction Netflix. Et en plus, ils misent sur le casting du Bazar de la Charité qui avait été diffusé en novembre, ou des Combattantes, également diffusé en mois de novembre. Mmh. Donc, c'est plus tard de TF1, tout ça. Mais en revanche, il y a actuellement L'Or Bleu sur France 2, qui là, on respecte la saga d'été, puisque les deux productrices, enfin, la scénariste et la productrice, c'est les mêmes que Dolmen. Mmh. Et la plupart des acteurs dans la série, c'est quasiment des acteurs de séries quotidiennes. Bon, alors, ou de séries populaires. Il y a celle qui joue dans Camping Paradis, la sœur de Laurent Ronac. Barbara Post, Il y oui. a, il y a Fabien Wolfram qui jouait Louis dans Is Tout commence. Il y a Alban Tom Leb, Omar. on l'a vu dans plusieurs films. Enfin, il y a plein d'acteurs de Plus belle la vie, de toutes séries confondues dans Mmh. leur bleu. Et j'ai l'impression qu'effectivement, on retrouve un peu ces ingrédients-là. Et c'est vrai que moi, dans mes souvenirs, dans ma tête, c'était 2002 été rouge, 2003 le bleu de l'océan, 2004 phénomène avec Zodiac, 2005 alors là Dolmen record, Ouais. 2006 ils font une suite à Zodiac, le maître du Zodiac, et après oui il y a eu Mystère où là ça s'est effondré, mais c'est marrant qu'ils sont restés sur cet échec-là après des années de réussite. Donc voilà, et après comme tu dis les sagas de l'été, bah maintenant c'est ou en septembre ou comme là avec l'or bleu un peu avant, et l'or bleu a été leader des audiences, mais pas un score de fou, mais en replay et sur la plateforme, ça cartonne pour le coup. Donc bon, c'est aussi une autre façon de consommer la télé. Mais donc du coup, les mini-séries, en comme, comme L'Or Bleu, comme, Brocéliande, comme comme L'été 36 aussi, hem, en gros sont des parce que L'été 36, je le mets pour moi dans la saga de l'été parce on est vraiment sur, un cadre paradisiaque, une disparition, Oui, oui, là en l'occurrence un meurtre, on et est dans le sur titre, 4. Voilà, c'est dans l'été le titre. 36, tout est dans le titre. C'est la saga de l'été. Maintenant, est-ce que, la télévision et c'est pour ça que j'ai mis aussi dans les questions, est-ce que la télévision a-t-elle plus peur maintenant sur la diffusion en plein été? Parce que, il y a plus grand monde, qui regarde la télé, en plein Ah bah, été, c'est ça. qui préfère, soit regarder la coupe du monde pour certains ou, qui, préfèrent, regarder Netflix et consorts, dès qu'ils sortent de Mais la plage, pour mais tu regarder l'as dit des toi-même, séries. les enjeux publicitaires ont changé ces 10 dernières années. Pourquoi, le meilleur format de TF1, c'est koh. Avant, tu avais koh le vendredi, suivi de Secret Story, et c'était un vrai rendez-vous l'été. Maintenant, koh c'est de mars à juin, et ça reprend quand il y a une deuxième saison en fin août, début septembre. Donc, c'est le cas aussi pour les grands divertissements. L'été, TF1, c'est que de la rediff, des inédits de Camping Paradis qui font l'affaire puisque ça cartonne en FRDA Mmh mh. et en 4+, au mois de juillet et fin août. Après, ils mettent des rediffs qui marchent bien, et dès fin août, M6 lance L'amour est dans le pré. Donc, les enjeux, alors qu'avant, L'amour est dans le pré, pareil, L'amour est dans le pré, dans mes souvenirs, ça démarrait fin juin, et c'était une émission estivale qui durait jusque septembre, début octobre Ouais. maximum. Donc, tous les programmes forts des chaînes, c'est plus l'été parce que peut-être trop de pertes ou par rapport aux pubs. Après, c'est peut-être plus économique. Mais si on analyse les grilles de programmes d'il y a 10-15 ans et aujourd'hui, on se rend compte que il y a peu de propositions l'été, sauf pour la télé-réalité comme Secret Story qui revient le 23 juin. Mais pareil, c'est même plus en deuxième partie de soirée sur TF1, ça, c'est sur la TNT, à part le prime Ouais. de lancement. Max, Guillaume, Mmh. est-ce que, pour vous, les feuilletons d'été manquent aujourd'hui à la télévision? Est-ce que, justement l'été, maintenant vous êtes plus, plage et cocotiers plutôt que, feuilletons d'été et drames familiaux? Pour, faire, très simple et très rapide, je dirais personnellement que les feuilletons d'été ne me manquent pas
Et même si, bien sûr, il y a l'aspect, on va dire, nostalgique, pour moi, ça sent un peu la naphtaline, désolé du terme, et je pense que tu le rappelais très justement, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, on a fait un peu le tour. Et je dirais qu'au-delà même de peut-être des changements d'habitude qu'on a en IT ou même de la frilosité que pourraient avoir les diffuseurs, il y a quand même une différence fondamentale et ça a été, tu l'as très justement rappelé Manu, mais aussi Valentin l'a dit très justement, c'est les mini-séries. Et les mini-séries, il y en a beaucoup qui fonctionnent, on a de plus en plus en France ou même dans d'autres pays. Et surtout, en fait, on a une offre qui s'est énormément développée aussi ces dernières années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on peut avoir des mini-séries en plus dans des cadres historiques. Et en plus, ce qui est intéressant avec ET36, c'est que elle se place dans un cadre historique, comment dire, qui est quand même connu, qui parle à tout le monde, qui est celui des premiers congés payés et tout, avec justement les ingrédients d'une saga d'été, de la rivalité, un meurtre, tout ça. Mhm. Donc moi, je pense que c'est oui, parce qu'il y a aussi bah, beaucoup de mini-séries. Et surtout, et ça, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, c'est qu'au-delà des adaptations, par exemple, qu'on peut avoir de livres, il y a beaucoup quand même d'adaptations de livres, on se retrouve quand même beaucoup de mini-séries avec des cadres historiques connus. Genre, on pourrait citer le Bazar de la Charité, et on pourrait en citer d'autres, sur des événements historiques qui sont d'ailleurs plus proches de nous que ce qu'on avait auparavant. Auparavant, on était sur des grandes fresques historiques assez anciennes, sur des événements relativement anciens. Là, on est sur des choses qui sont quand même beaucoup plus proches temporellement de nous et donc qui parlent quand même beaucoup plus aussi aux gens. Voilà. Il y a eu Montmartre, je précise pour rebondir au côté historique, il y a eu Montmartre qui a été alors ça n'a pas été un énorme, ça a été un très bon succès d'audience, mais pas un énorme carton en audience linéaire. Par contre, avec le replay, ça a été un carton et ça a même été récompensé à l'étranger, Montmartre. Et là, pour le coup, ça aurait pu faire une belle saga d'été également. Ça aurait pu faire une belle saga d'été, effectivement. Max, est-ce que pour toi, ces mini-séries, cette multiplication de l'offre, comme le disait Guillaume très justement, est-ce qu'elles ont, aujourd'hui tué les sagas d'été ou est-ce elles se sont tuées elles-mêmes, par leurs ingrédients? Bah écoute, pour moi, je pense que les sagas d'été, le souci, c'est que tout le monde a voulu en faire. Tout le monde a voulu en faire. Il y a une époque, on Mmh. était à 5-6 sagas d'été en même temps. Ouais. Le problème, c'est bien d'en faire, hein, il y a pas de souci, mais il faut déjà que le scénario soit convaincant. Moi, je pense, vraiment, si vraiment, saga d'été, vous voulez faire en revenir, au moins, par exemple, ne serait-ce, TF1, qui en fait une grande où on est vraiment ils y foutent, vraiment les moyens avec des très bons acteurs, une très bonne histoire. Je vais en profiter, aussi pour spoiler ce que je vais dire dès tout de suite. Dolmen. Dolmen, qui était une excellente saga d'été. On pense qu'on pourrait quasi en faire limite une mini-série, ce qui me semble qu'il y a un peu eu la suite. D'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller les vidéos de Mea. Heu, Elle revient sur les sagas de l'été avec, Ginger Force et surtout, Dolmen. Ils ont été directement voir, les lieux de tournage et cetera et c'est ce qui m'a donné, l'envie de revoir la série Dolmen, avant de préparer le podcast. D'accord. Parce que je suis retombé sur ces vidéos-là et c'est pour ça, c'est une recommandation que je vous donne. Après, comment expliquer? Heu, oui, oui, la télévision a peur. La télévision a peur, tellement qu'elle veut rester sur ses lauriers, sur ses trucs qui marchent. Alors surtout que maintenant, on arrive en période de coupe du monde, donc c'est peut-être pour ça aussi que été 36 a été, mis avant la coupe du monde, avant l'été, parce qu'ils savent très bien, tu mets ça, M6, dégaine à la coupe du monde en gratuit, c'est même pas la peine. C'est pour ça que, par exemple, ne Oui, serait-ce mais attention, je contrebalance avec ce que tu dis. On est d'accord que, l'été 36 a été mis juste avant la coupe du monde parce que c'est un énorme enjeu aussi financier, que ce soit pour TF1
ou pour Netflix, parce que je crois que le budget est à plus de 17 millions d'euros. Donc le budget est assez conséquent, surtout pour une série, de 6 épisodes. Mais à contrario, il y a aussi Zodiac qui revient pour une troisième saison, 20 ans plus tard, avec Francis Huster et avec, d'autres acteurs, notamment Zoé Séverin, si ma mémoire est bonne. On est en pleine coupe du monde. Et là, pour le coup, c'est un vrai risque pour TF1, mais on rentre dans le totalement dans le thème qui est de la vraie saga d'été. On va arriver, je crois que c'est 6 ou 8 épisodes, mais on va arriver début juillet ou mi-juillet, Mmh. lorsque va sonner la fin de la partie. Donc, en Mais vrai, est-ce que la télévision a peur? mais Oui, la télévision a peur, mais voilà. mais après je pense qu'à mon avis, Zodiac, ça va être, à regarder, c'est la façon, de comment ils vont le faire. Comment ça va être fait, si c'est vraiment fait, à la saga de l'été comme à l'époque, ou alors va y avoir un changement, drastique, par exemple, en faire vraiment, quelque chose, bah, un peu comme, bah, une mini-série, Mmh. qui soit après, que les gens pourront reconsommer sur TF1+ ou Netflix. Parce qu'on rappelle aussi que ça tombe pile poil à ces moments-là, été 36, parce qu'il y a le partenariat maintenant, TF1 Netflix. On se serre les liens, et que maintenant vous pouvez regarder, les programmes de TF1+ et regarder TF1 en direct sur Netflix, je le rappelle. Mmh. Donc je pense qu'il y a ça. Et non, les mini-séries, non, non, ils n'ont pas tué la télé. Bien au contraire, ça fait de la première primeur, en disant: «C'est un événement». On Ouais, a vu quand même, je reprends un exemple, Cat Size. Cat Size qui a très bien marché sur TF1 c'est vrai. avant d'être dégainé sur, Prime Video à l'international. C'est montrer que si vraiment les chaînes de télé veulent faire des mini-séries, peuvent réussir et gagner leur épingle du jeu. C'est vraiment comment ils pensent, et comment ils pensent, il faut qu'ils fassent l'entre-deux. C'est télé linéaire, et aussi, penser pour les plateformes. Après une saga de l'été, si on utilise les mêmes codes d'une mini-série, en 6 épisodes, tu peux en faire une saga de l'été, facilement pour les plateformes. C'est vraiment comment tu t'y Oui. prends. On peut la décliner, mais moi, ce que je trouve dommage, et c'est peut-être aussi l'usage qui veut ça, c'est que on est la plupart du temps sur des séries qui durent 6 à 8 épisodes, et on n'est pas sur des saisons qui durent 8 voire 10 épisodes avec vraiment un scénario qui tient la route. Je demande pas qu'il y ait ça tous les étés. Pour ma part, je trouve que ces mini-séries il y a des mini-séries qui peuvent être déclinées en saga l'été, mais en rallongeant un tout petit peu. Tu peux faire 8 à 10 épisodes, tu mets ça l'été, heu, j'irais entre allez, tu mets ça mi-juin, tu fais durer ça jusqu'à mi-juillet, sachant qu'à partir de mi-juillet, à partir du 14 juillet, il y a plus personne à la télé, ils sont tous en vacances à aller sur la plage de Biarritz, en train de se rouler, ou à Marseille, ou à Saint-Tropez ou à Nice, ou que sais-je encore, ou même, à Brest et heu et à Arzon pour, citer des plages bretonnes. Mais, oui, quelque part, alors pour ma part, parce que je vais contrebalancer l'avis de Guillaume, elle manque à la télé. Elle manque totalement parce qu'il y a pour, il manque un vrai rendez-vous où tu te dis: «Tiens, qu'est-ce qui va se passer avec cette famille-là, cette famille-là?» Maintenant, est-ce que les feuilletons télé, sont à la hauteur de ces sagas? Ça serait une autre question. Oui, Juste, c'est vas-y. marrant parce que dans Zodiac, tu as cité Zoe Séverin, qui est Jasmine dans Is to Commence. Il y a également Catherine Marshall qui joue dans Is to Commence, et Francis Huster qui a joué, dans les premiers Réussite épisodes d'Is to commence. Commence le rôle d'Auguste Armand. Donc c'est Mmh. marrant aussi, voilà. Et Ingrid Chauvin, qui est aujourd'hui la star de Demain nous appartient. Ça a été longtemps Femme de loi, série phare de TF1, et la star de Dolmen, saga culte aussi de l'été. C'est marrant un peu cette aussi transition entre, série quotidienne et saga de l'été. On va parler justement, est-ce que les feuilletons de l'été retrouvent une seconde jeunesse avec le retour, de Zodiac notamment? Et est-ce qu'on recherche toujours ces grands rendez-vous de l'été? Guillaume, vas-y, je t'en prie, déballe ton argument à toute l'assistance. Oui, 2 petites choses, assez, rapides. Est-ce que, comment dire? In fine, aussi, est-ce que les gens sont prêts
à suivre des séries au long cours. Même si effectivement les feuilletons d'été finalement sont en elles-mêmes des mini-séries, on est quand même à un moment où si on rajoute en plus le fait que chaque année, que ce soit à la télévision ou aussi avec les plateformes ou les deux en même temps, il y a une offre de séries, comment dire, à pléthore, en l'occurrence. Est-ce Mmh. que les gens, aujourd'hui, quand on sait que l'attention des gens est relativement de plus en plus courte Ouais. aujourd'hui, est-ce que, in fine, comment dire, c'est compliqué justement de faire des séries peut-être un peu trop longues et en se disant: «Bon, bah, est-ce que les gens vont rester, même après, comment dire, allez 6, 7, épisodes?» Donc c'est un peu moi l'interrogation que j'ai, par rapport à ça, où, chaque seconde, comment dire, compte et que les gens peuvent très rapidement, comment dire, perdre, l'attention. Surtout et c'est un aspect qui est aussi important, c'est que c'est aussi tout l'aspect, ben, activité annexe qu'il peut y avoir. Ben, par exemple, YouTube où, ben, des gens, ils vont se dire: «Bon, bah, je préfère suivre tel truc sur YouTube au lieu de regarder, une saga d'été et un dernier aspect, tout dernier aspect, même si effectivement la télé est assez frileuse et veut se mettre comment dire? Refaire revivre des, concepts ou des, séries, anciennes en jouant sur la nostalgie, ça reste quand même un pari risqué parce que je pense qu'on peut compter le nombre de séries, iconiques qui ont tenté de faire un comeback et qui se sont, plâtrées. Mmh. Magistralement, donc c'est quand même aussi un je dirais que c'est pas non plus un pari qui est entièrement gagné parce que c'est une question d'équilibre entre les fondamentaux, mais aussi en y apportant de la nouveauté. C'est-à-dire, en, s'adressant aussi à des gens qui n'ont pas du tout connu la série ou qui n'ont pas regardé même la série, par exemple, à l'époque, qui sont complètement passés à côté du phénomène et ceux qui sont, qui ont été des grands fans. Est-ce Voilà. que vous pensez justement que ces séries-là, ces séries de l'été, elles doivent être, disponibles sur les plateformes? Parce que tu disais que justement avec, l'offre et la multiplication des offres sur les plateformes, est-ce que Mais ça doit y aller? Mais clairement, parce que regarde, moi, par exemple, l'été 36, série TF1 avec des actrices comme Julie Debona, Nolwenn, tout ça, j'adore. Brocéliande, j'ai suivi, par exemple, Mmh. j'adore. Mais moi, je suis fidèle aussi à, Mario Premier Regard sur M6. Donc il y a l'été 36 sur TF1, Mario Premier Regard sur M6. 2 programmes très puissants sur les cibles commerciales. C'est vrai. Donc moi, je préfère suivre Marié au premier regard où il y a un suspense et me faire tranquillement cet été, l'été 36 sur TF1+, par exemple. Je note juste que tu préfères savoir ce que Laurie et Antonin sont devenus plutôt que, de voir, le meurtre avec les 4 suspects. Oui, mais parce que c'est en 6 épisodes, je préfère tout regarder, d'un coup tranquille, plutôt que de me lancer une série et en plus je risque d'être spoilé, il y a De quoi? plus de L'été chances de voir 36? des articles dessus, à travers des articles internet sur le Discover, tout ça, Ouais. que, sur une série de TF1 où si je commence par regarder, je vais pas savoir qui est qui, donc ils peuvent titrer sur un personnage, je vais pas avoir la référence. Donc il y a ce côté aussi, pas envie d'être spoilé et quand j'ai suivi un truc, ben, autant que je suive jusqu'au bout et voilà, c'est comme Montmartre, j'ai toujours pas eu le temps de regarder, mais c'est le genre de série où, s'il y avait pas une concurrence plus forte en face, ou si j'avais été présent, ce jour-là, j'aurais clairement regardé. Je suis en train de penser à quelque chose dans tout ça, mais il n'y a pas Oui. aussi la consommation quand même? La consommation que les gens, regardent, leurs séries? Parce que, je rebondis à ce que dit, Guillaume. Il y Mmh. a ça et il y a aussi les gens, il y a aussi le temps, d'adaptation, de comment capter des gens facilement, quoi. Je le vois. Après et c'est ce que disait Guillaume, la consommation est nomade, mais c'est ce qu'on appelle donc la consommation sur les 4 écrans, donc télé, ordinateur, tablette et télé, ordinateur, tablette et normalement ordi Téléphone? portable et t mais mais il y a un truc aussi que je suis en train d'y penser, les chaînes de télé, ils voient très bien qu'il y a un phénomène qui marche très bien parce que pour, dire, j'ai ma maman qui au début, disait: «Qu'est-ce que c'est ce truc-là?» Je jamais de la vie je regarderai, cette façon-là et ainsi de suite. mmh. Maintenant, elle est fan de ça, c'est à savoir les micro-dramas. Les micro-dramas, des Oui, shorts, de 3-4 minutes, souvent en provenance de Chine,
aller à fond dedans, quoi. C'est pour ça, est-ce que les chaînes de télévision ne devraient pas plutôt faire des shorts, comme considérer ça comme une saga de l'été, sous 5 à 10 minutes à chaque fois, vraiment pour captiver les gens, quoi. En leur disant: «Voilà, Faire un peu comme un scène de ménage. C'est un Mais peu en comme un fiction, scène de en mé thriller. en durée, hein, je parle, en scène, donc en durée. Faire ça à peu près, alors tous les jours ou pas, selon le scénario, mais faire un genre de, 5 à 10 minutes entre, le une rediffusion, entre le journal de 20 heures par exemple et tout ça, faire un juste de 5 à 10 minutes avec ces micro-dramas-là, et derrière essayer de, le mettre sur les plateformes en version longue. Alors pourquoi et pas à la limite? c'est un format que la télévision connaît à peu près bien, mais pas en micro-drama, genre en format téléphone. Mais je vous rappelle que dans les années 70-80 FR3, entre le journal, la première édition du Soir 3 et le journal de 20 et le jeu de 20 heures, qu'est-ce qu'il y avait? Des Ulysse 31, des Ulysse 31 qui étaient diffusés en format 5 minutes. Les Mmh. entrechats qui étaient pareil diffusés en format 5 minutes. Donc, la télévision, ils savent très bien. Pourquoi ne pas proposer un format comme ça court? Comme ça, les gens, ils voient ça, on donne à fond dedans, vraiment, on pose un truc assez vite dans l'histoire, mais Ouais. qui soit vraiment captivant, que les gens reviennent, genre, par exemple, demain pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est un truc que certains comprennent. Et puis, on est sur un format dans sa façon de diffuser, les gens aiment bien beaucoup, scroller, sur tout ce qui est TikTok, YouTube et Mmh. consorts. Maintenant avec tout Non, ce qui mais à est la short, limite, pourquoi c'est à pas? partir de C'est là qu'il faudrait peut-être captiver aussi. Après, ce qui va être triste, c'est qu'après les gens, il y a un côté, néfaste derrière, mais qui est bien, mais aussi néfaste, c'est que les gens vont perdre, aussi de l'attention, quoi. Par exemple, un film, s'ils vont voir un film au cinéma pendant 90 minutes, à mon avis, au bout de 2-3 minutes, ils auront déjà décroché parce que il faut que ça soit vite rapide, quoi. Il faut vraiment donc savoir du coup, doser. ce que tu es en train de nous dire, c'est que les réseaux sociaux ont tué l'attention des gens et que, par exemple, il faudrait plus, se concentrer sur les attentions de 5 à 10 minutes sur une histoire et la diffuser au long cours, dans une quotidienne, pour une saga de l'été, par exemple. Il y a de ça. Voilà, OK. Il y a de voilà. Après, Et après, Guillaume, tu disais? Pardon, excuse-moi Max. Tu Bah, disais, pour, Guillaume? pour rebondir à ce que disait Max, et c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est que par rapport au short drama, c'est Mmh. que sa concurrence, parce que en faire un point rapide, en Chine, ils adorent, la CCTV adore les séries, ils produisent des grosses séries, il y a Mmh. même des trucs qui sont tournés à l'étranger, en France et tout, tout ça. Et en fait, ces short Ouais. dramas sont venus concurrencer justement les grandes séries de la CCTV. Et en fait, c'est une concurrence auquel ils ne s'attendaient pas parce que, ils disaient: «Ouais, les gens, ils adorent encore les grandes séries, et tout», et donc c'est une concurrence qui a été, comment dire? Assez inattendue, et ce qui fait que Ouais. ça a eu une influence sur la durée des séries. Donc on est sur des épisodes qui sont maintenant beaucoup plus courts sur Et les je séries en Chine. et je rebondis sur ce que disait Max, par rapport au short drama diffusé 10 minutes en short drama et ensuite tu cumules en épisodes sur les plateformes. Il y a sur TF1+, heu, une série, qui est je crois en 20, 10, 15 ou 20 épisodes, qui s'appelle Dear You, qui est avec Terence Tell, donc qui a joué dans Ici tout commence pour Valentin, qui aime beaucoup On y cette revient série, toujours, hein. On y revient toujours, tu vois? avec Carla Poquin, aussi, donc qui est Poxy sur les réseaux sociaux, sur Insta notamment et cette série, elle est en 15-20 minutes, même pas. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu pourrais même diffuser ça sur les réseaux en l'occurrence, là, c'est sur, TF1+, donc si je peux vous conseiller une série aussi. Sur ce, on va très vite passer parce qu'il nous reste très peu de temps. On va, passer à une nouvelle séquence, puisqu'il nous reste à peu près 5 minutes d'émission, sur la petite histoire du mois. Je vais prendre 2 personnes, Valentin et Guillaume. Max, tu vas être juge avec moi et on va élire la meilleure histoire. Vous avez, tous les 2 une connaissance des médias énorme, mais je vais vous demander, là, de puiser au fond de vous-même et de me raconter une histoire en moins d'1 minute, sur votre relation aux médias ou sur une rencontre que vous avez faite dans les médias
et qui vous a changé la vie ou qui vous a changé votre quotidien? Qui je ne sais pas qui veut commencer? Quand j'ai rencontré Élise Lucet en vrai, Bah, vas-y. très rapidement, il y a quelques années, j'avais la chance, de fréquenter régulièrement les couloirs de France Inter Mmh. et il s'avère que, ce jour-là, c'était Élise Lucet qui était l'invitée, de l'Instant M de Sonia, De Villers, donc qui présente aujourd'hui la grande matinale de France Inter Mmh. et j'étais assez intimidé parce que je me disais, bon, ça faisait très bizarre de la rencontrer et tout et Ouais. elle s'avérait d'être quelqu'un de très, 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 sympa. Elle avait été très surprise que je lui parle de pièces à conviction, parce qu'elle m'a demandé mon âge à l'époque et je lui ai dit: «Ah mais Mmh. je m'en souviens très bien de pièces à conviction, et tout» et c'est, je pense, une f genre, pas une des rares fois, mais du moins où, on se rend compte que finalement, les gens qui peuvent être derrière l'écran sont vraiment d'excellentes, comment dire, personnes et tout, m'a dit: «Ah si vous voulez on peut prendre une photo et tout». Elle avait vraiment été très gentille et ça a été vraiment une très, très belle, discussion, sur sa carrière, sur ce qu'elle a pu faire, et tout. Mais c'est vrai que j'étais assez intimidé, voilà, d'être dans le petit salon de France Inter face à elle, de discuter avec elle et tout, mais vraiment très, très, très sympa et c'était il y a presque 10 ans, voilà, aujourd'hui. Donc quand on rencontre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup comme ça dans les médias et tout, c'est très appréciable. Voilà, Merci c'est Guillaume. très simple. Merci Guillaume, tu as dépassé largement la minute. Valentin? Oui, alors c'est pas moi, c'est plus, on va dire, par rapport à mon parcours perso. Ouais, 2017, je suis stagiaire pour une radio dans le Nord qui s'appelle Métropolis. Je suis en fin OK. de stage, j'ai le bilan à faire avec le directeur de la station qui s'appelle William Lamy Mmh. et là, c'était une période un peu où j'étais en fin d'examen, durant mes études après 3 ans après le bac Ouais, et je savais pas encore ce que j'allais faire plus tard. Je me voyais pas encore travailler. J'ai toujours voulu être journaliste média, et je voulais peut-être continuer en faisant un master, en journalisme. Et OK. là, à l'issue de notre entretien, il me dit: «Tu enfin, il m'a j'ai eu, moi qui n'avais pas confiance en moi, Ouais, bah, il y a eu des mots qui m'ont changé, qui m'ont donné confiance en moi et qui ont confirmé, si j'ai l'aval d'un patron de station sur le fait que, c'est ma passion, tout ça et qui me compare à Thomas Joubert, ancien journaliste, enfin, grand journaliste média qui a animé le grand le direct grand des médias direct. sur Europe 1, tout ça. Je me dis: «S'il me compare à lui, c'est que, ben, j'ai peut-être ma place et que, c'est vraiment» et il m'a donné confiance et donc, ben, pour la confiance en moi, ça et là, une dizaine d'années plus tard, donc enfin 9 ans plus tard, il y a pas longtemps, j'ai eu l'honneur d'interviewer Philippe Risoli pour son dernier livre par téléphone. J'ai passé Ouais. plus d'1 heure avec, c'était passionnant et il m'a félicité pour la façon dont j'ai fait l'interview et il m'a dit: «Franchement, demain, je fais une émission de télé, sur la télé ou sur les médias, je te fais passer un casting pour être chroniqueur». Et là, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai été touché par ces mots qu'une star de la télé, qui faisait des 10 millions de téléspectateurs puisse me faire un tel compliment. Voilà. Max, Mmh. le rôle de Ça juge. Le rôle ça de va juge. ça va être compliqué parce que pour moi, les 2 sont vrais. Ah non, mais les 2 sont vrais. Mmh. Pour le coup, les 2 sont vrais, mais laquelle pour toi est la meilleure histoire? Ou disons, la façon dont elle a été racontée? Heu, je dirais, point pour Valentin. Je donnerais un OK. billet 10 €, Guy Zeimon. C'est vrai que l'histoire de Guillaume est intéressante. L'histoire de Guillaume avec Alice Lucet est intéressante, notamment avec sa rencontre avec Alice Lucet, avec sa discussion sur pièce à conviction. Mais c'est vrai que Valentin, en fait, alors je sais pas dire si, heu, si c'est l'affect que j'ai pour lui ou si c'est justement cette anecdote alors que pour le coup, je connaissais déjà puisque on s'est raconté, cette interview ensemble. Mais, en vrai, il y a ce côté, j'ai été touché par ta sensibilité et le fait que, tu puisses me dire: «Ah ouais».
En fait, j'ai été touché par ce mec-là et lorsqu'il m'a dit ça, j'ai été touché. Donc en vrai, je donnerais mon aussi mon point à Valentin. Donc du coup, Valentin, Bon, tu es le merci gagnant beaucoup. de ce jeu. Je vais l'affiner au fil des semaines, hein, t'inquiète pas. Il va pas rejoindre le cimetière des jeux télé tout de suite, sachant qu'en plus, le mois prochain, on va parler des jeux télé, donc ça va être très intéressant. Hem et donc j'ai dit que le meilleur allait recevoir un cadeau. Je l'ai dit en préparant l'émission, tu vas recevoir un cadeau. Le cadeau est le suivant: tu auras le privilège Oh, de poser 3 questions à notre prochain invité. Puisque je vous l'annonce, Plus de Rétro va recevoir un invité exceptionnel. Ça sera le dernier numéro de la saison, ça sera sur les jeux télé. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que vous, viendrez avec, attention et pourquoi pas aussi poser vos questions dans le chat à cet invité. Sur ce, c'est la fin de ce Plus de Rétro concernant les sagas de l'été. On a un peu débordé sur le timing, mais c'est pas très, très grave. Merci Valentin d'avoir réagi à ces sagas de l'été. Merci Guillaume, de t'être réveillé, de cette longue sieste et d'avoir bravé les problèmes d'internet Orange. Bon, au moins ça fonctionne, ça a fonctionné, donc au moins pour Ça a l'instant ça va. fonctionné, j'en suis ravi. Merci Max Zema d'avoir été avec moi et d'avoir préparé cette émission avec moi. Merci à tous ceux Plaisir. qui nous ont écoutés. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin et on se retrouve début juillet. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou une excellente soirée selon à l'heure à laquelle vous écoutez ce Plus de Rétro. Je vous embrasse.